Nous voici loin du quai Kennedy, de la maison de la radio. Nous sommes à Marrakech, au Palais Royal. Mon invité aujourd'hui, Sa Majesté Hassan II, roi du Maroc. Tout d'abord, Majesté, je voudrais vous remercier de nous accueillir dans ce palais quelques heures avant votre venue en France. Et je vous dis déjà bienvenue en France, puisque je me trouve déjà, moi, au Maroc. Majesté, vous êtes roi du Maroc, descendant du prophète, commandeur des croyants, qu'il doit être difficile de rester un homme. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier, Monsieur Chancel, pour le fait que vous ayez dit que j'étais votre invité, car c'est là la véritable explication de l'hospitalité marocaine. Vous êtes chez vous. Merci, Majesté. C'est justement parce que on reste un homme qu'on peut être à la fois, vous avez énuméré, roi du Maroc, descendant du prophète et commandeur des croyants. Je pense qu'il est nécessaire d'être un homme et de tenir à le demeurer. Et c'est difficile dans votre cas parfois. Non, à une condition, c'est d'avoir, en dehors de tous les autres défauts des hommes, d'avoir une qualité foncière, d'être bon. Car lorsqu'on est bon, on arrive parfois à justifier les actes des autres, même lorsqu'ils sont injustifiables. Et dans l'une des traditions du prophète, que sur lui soit la paix et la miséricorde, il dit que les hommes les plus sages sont ceux qui recherchent des excuses aux autres hommes avec le plus de ténacité. Deux voix s'offraient à vous. L'une semée de fleurs, accueillante, accordée à la poésie, à la littérature, et vous étiez doué pour ce penchant des choses. L'autre voie était la plus dure, la plus dangereuse, c'était la voie royale, vous l'avez suivie. L'avez-vous parfois regretté? Jamais. Est-ce que je peux faire quelques digressions dans mon passé? Je vous en prie, Majesté. Bon. Vous avez vraiment mis le doigt sur une page déterminante de ma vie. À la veille de passer mon baccalauréat, j'avais raté mes 2 simili-bacs d'une façon effroyable. Avant de concourir au 3e essai, et avant l'épreuve fatale, mon père me convoqua à l'heure de son dîner, puisque j'étais interne. Je ne peux pas parler de ce moment, ni de mon père d'une façon générale, sans émotion. Je vais essayer d'être le moins émotif possible. Il me convoqua dans sa salle à manger, qui était une longue salle, une salle encore plus longue que celle-là, assis à sa table, seul. C'était vraiment le chemin de la croix pour parvenir de l'office jusqu'à sa table lorsqu'on était puni ou qu'on devait être tensé. Je m'arrête devant sa table, droit, et lui, la tête dans son assiette, ne voulant même pas me regarder. Il me dit, est-ce que vous connaissez l'histoire de votre pays et de votre dynastie? Oui, sire. Savez-vous ce qu'a fait Moulay Slimane? Oui, sire. Entre parenthèses, Moulay Slimane est un de nos ancêtres qui, plutôt que de transférer la couronne à l'un de ses fils, qui ne le méritait pas, a rassemblé tous les oulémas et a décidé que c'était son neveu qui aurait la couronne plutôt que de la passer. Et le voilà qui donne un grand coup de poing sur sa table et qui me dit « Et pensez-vous que je serais incapable de faire ce qu'a fait mon ancêtre? Alors vous avez 3 jours pour réfléchir, ou bien vous passez votre baccalauréat et vous décidez à travailler. En quel cas, je suis décidé à vous confier, lorsque Dieu voudra, ma succession. Ou alors, il ne vous manquera rien du tout sur le plan matériel. Vous serez un gentleman farmer, vous ferez ce que vous voudrez. Et ma foi, vous tournerez le dos aux affaires publiques et je n'aurai plus de remords. Pendant 3 jours, ce fut pour moi vraiment un choix difficile à faire. Mais la chose déterminante qui m'a fait, disons, basculer du bon côté, je me suis dit, voyons, on va écrire l'histoire de mon père. Elle est déjà pleine, et ceci c'était avant son exil. Elle est pleine, elle est belle, elle est encore prometteuse. Et on dira, et le sultan, Sidi Mohammed bin Youssef, avait 2 fils. L'aîné s'appelait Moulay Hassan, point, on tourne la page.
Ça n'allait pas. Non, ça n'allait pas. Alors je lui ai dit le troisième jour, sire, j'ai décidé d'eux. Il m'a dit, bon, c'est très bien. Mais comme je n'ai pas tellement confiance en la jeunesse, je vais vous aider. Et il m'a bouclé au collège interne pendant 3 mois, sans sortir. J'ai pu, grâce à cela, décrocher mon baccalauréat. Vous n'avez jamais regretté? Jamais. Majesté, vous êtes sportif, vous êtes cultivé, vous êtes soldat, vous êtes diplomate, vous avez beaucoup de qualités, vous êtes politicien, on vous dit bel esprit, vous pilotez les avions, vous lisez Montaigne et Montesquieu, et aussi la série noire, il faut le préciser. Exactement. Et je fais de la cuisine. Et vous faites de la cuisine. On me dit que vous êtes un peu autoritaire aussi. Comment? Un peu autoritaire. Je ne dirais pas que c'est une qualité d'abord. Oui. Quand l'autorité est exercée là où il faut. Maintenant, est-ce que je l'exerce toujours là où il faut? Est-ce que quelquefois, je m'excuse du terme, il n'y a pas une engueulade qui n'est pas à sa place? C'est fort possible. Mais enfin, moi, j'estime que tous les matins, c'est un petit peu comme dans la caserne, il faut que le général engueule le colonel, que le colonel engueule le commandant, et ainsi de suite, sans savoir pourquoi. Ça fait toujours du bien. Pour la bonne marche. Pour la bonne marche. Sans pour autant que l'empoignade toujours se traduise par une sanction. Par une sanction. Ceci est important quand même. Être roi en 76, c'est un pari réussi. Pas du tout. Pour Brejnev, être roi de Russie est un pari réussi. Pour Nixon, avant Watergate, c'était un pari réussi. Je ne vois pas pourquoi je ne réussirais pas le mien. Vous êtes roi au même titre que Brejnev. C'est important ce que vous venez de dire. Ah oui, au même titre. Au même titre. Dans ce sens que mes collaborateurs pourront vous le confirmer, mon opinion de la démocratie est la suivante. C'est l'élaboration de la décision en commun avec le maximum d'éclairage possible, mais lorsqu'il s'agit de la mise en application, alors à ce moment-là, il faut une direction spécifique qui série les problèmes et qui dirige la mise en place de ce qu'il faut réussir. Depuis que vous avez pris les affaires de l'État, Majesté, avez-vous l'impression d'avoir changé vous-même, de vous être transformé? Beaucoup. Un autre homme? Beaucoup. C'est-à-dire que avant j'étais plus absolu que réaliste. Maintenant, je suis plus réaliste qu'absolu, tout en gardant quand même l'absolu comme ingrédient dans certaines situations. Il y a certaines situations qui vous mettent devant, comme dans la religion, ce qui est interdit, ce qui est permis, ce qui est prohibé, ce qui ne l'est pas. Alors, à ce moment-là, il y a des cas de patriotisme, de nationalisme, de grandeur du pays, où l'absolutisme est nécessaire. Vous pourriez ne plus être roi? À condition d'avoir du travail tout le temps. Je pourrais. Mais je me demande quel est ce métier qui ferait que je pourrais avoir du travail même à 1h du matin. Car en définitive, pour employer une expression chère aux médecins, je suis un petit peu comme cette catégorie de médecins qu'on appelle les ghetto-trous, qui sont les gynécologues, et qui sont là et qui attendent l'accouchement. À tout moment, on peut les appeler. On ne sait jamais comment il va se présenter, bien, mal, avec opération ou sans opération. Je proteste quand on m'apporte des dossiers à une heure tardive, quand on me réveille au téléphone. Mais je me demande quel est cet autre job que je pourrais faire et qui ferait que... En somme, si j'étais engagé par quelqu'un pour faire quelque chose, je serais le premier à payer moi-même pour qu'on me donne des heures supplémentaires. C'est devenu maintenant une deuxième drogue. Vous êtes-vous demandé si votre père est content de vous? Ou je pense que on se serait beaucoup attrapé. Il est certain qu'on se serait beaucoup attrapé, car je dis toujours, le style, c'est l'homme. Et mes finalités auraient été certainement les siennes. Nos buts auraient été communs. Le cheminement, certainement différent. Et rien que pour l'affaire de la marche... C'est ici que vous avez annoncé la marche verte, dans cette pièce? C'est ici, à cette même place. Et rien que dans l'affaire de la marche, je disais à mes collaborateurs un soir, s'il était encore vivant, comme il l'avait dit, il se serait retiré. On avait prévu d'aller se retirer en Suisse. Je suis sûr qu'il m'aurait convoqué en Suisse en me disant qu'est-ce que c'est que cette folie, ce serait je suis le roi maintenant, si vous voulez le redevenir, revenez, mais il ne peut pas y avoir de patron. Mais je suis sûr d'une chose, voyant que son fils, parce qu'il avait l'esprit de solidarité, voyant que son fils avait décidé
qu'il avait publiquement pris ses responsabilités, je puis vous assurer qu'il aurait été le premier des marcheurs. Il n'aurait jamais désavoué son fils. Quitte à me prendre dans un coin, me donner encore une petite claque pour la forme, il aurait fait la marche du premier. Majesté, lundi, vous serez en France, très officiellement. Vous irez peut-être revoir Bordeaux, car je rappelle que vous êtes docteur de l'université de cette ville. Presque docteur, malheureusement. Presque docteur. Presque docteur. Vous verrez un pays où vous avez été heureux, mais il faut bien le dire, qui vous a fait souffrir. Je sais que vous n'avez plus de haine, et je crois que vous êtes conduit par l'amitié. Mais peut-on véritablement dire qu'un homme a tout pardonné, a tout oublié? Oui, parce que vous me parlez d'un pays. Je ne considère pas que ce soit ce pays qui me fait un mal quelconque. Ce sont des hommes. Eh bien, lorsque la destinée et la fortune se trouvent être au-delà et de beaucoup des vexations, même si elles ont été nombreuses et profondes, il ne peut plus y avoir de réminiscence, même dans le subconscient. Et il y a eu des hommes qui sont passés. Il y a un pays qui a été, qui est et qui restera. De ce pays, je n'ai jamais vu le mal, je n'ai vu que du bien. Donc, le problème ne se pose même pas. Le Maroc, on le sait, est un espace stratégique de première importance. Mais quelle place voulez-vous pour le Maroc dans le concert des nations? Je voudrais une place enviée, mais jamais enviée au détriment d'une autre nation. Car je suis un homme prudent. Je voudrais que mon pays soit considéré, qu'il soit respecté, qu'il puisse être utile, mais pas trop. Car le monde va vers la folie. J'espère qu'un jour, cette courbe de folie va redescendre. Et je ne voudrais pas que par trop de génie, mon peuple puisse un jour être la cible d'un danger quelconque. Ceci ne veut pas dire que je ne sois pas ambitieux pour mon peuple à l'intérieur de ses frontières. Je voudrais pour lui le maximum. Et je pense que jamais je ne pourrais dire « enfin ». Un vrai patriote ne dit jamais pour son pays « enfin », parce qu'il voudrait toujours qu'il soit encore plus beau. Mais il est certain que mon pays, de par son histoire, de par sa population, de par sa position géographique, occupe une place qui peut lui permettre de faire beaucoup. Comment le fera-t-il? Je n'en sais rien. Mais vous avez parlé de folie. C'est Oui. donc que vous êtes inquiet pour la marche du monde. Oui, oui. Inquiet parce que quand on pense que dans une des universités américaines, je ne sais plus laquelle, des étudiants sont parvenus à faire une petite bombe atomique. Imaginez-vous qu'au lieu d'arraisonner les avions comme on le fait, on vous dit j'ai déposé une bombe atomique dans une cabine publique, dans n'importe quelle ville. Où allons-nous? Et la folie n'est pas due à la technologie. Aux hommes. Non, à la famille. La famille a abdiqué ses droits. Elle a démissionné. Elle a démissionné. Et je ne sais pas quel est ce couple maudit pour l'humanité, mais ce couple maudit qui a inventé le fait de dire eh bien, mes choux, je vais sortir et vous laisser faire votre surprise partie, nous rentrerons à minuit. Eh bien, c'est ce couple maudit qui est le responsable de tout cela. Trop de liberté. C'est devenu de la licence. Majesté, avez-vous eu à dominer, comme votre père, cet atroce sentiment de solitude et de résignation? Et ces deux mots qui reviennent souvent lorsque vous parlez de lui, vous parlez des choses. Et lorsque vous parlez des choses. Solitude, résignation. En ce qui concernait mon père, le mot solitude était plutôt physique que sentimental. Il était seul, non pas la solitude de Moïse, puissante et solitaire, non, mais il était seul, désarmé contre tout le reste qui était armé.
Mais jamais, ni lui ni moi, n'avons senti la solitude parce que nous touchions une colonne, que nous marchions sur la terre, que nous mettions la main dans un bassin, nous sentons le pouls de ce pays qui est là, qui est avec nous. Et nous battons avec lui. Et nous n'avons jamais eu la solitude. La résignation. Pourquoi si on se Vous ne serez jamais résigné. Si on se résigne, on ne combat plus. Au moment où le général Juin, qui devait devenir maréchal, et le Glaoui fomentaient un complot, vous aviez pris la résolution de venger votre honneur et d'en finir. Et c'était d'une certaine manière, vous aviez décidé, c'était un acte de jeune homme, d'homme. Mais c'était peut-être, au-delà de ce geste, comme une approche de la mort déjà. C'est-à-dire que, vous savez, entre mon père et moi, c'était Hermione, c'était la passion. Enfin, je ne peux pas qualifier les sentiments. Je ne pouvais pas admettre qu'on veuille humilier mon père en lui faisant apposer sa signature de force sur un papier et en employant par surcroît ses sujets. Voyez-vous, le problème pour moi, on aurait fait venir 1 million de troupes étrangères, de troupes françaises, je leur ai dit, bon, on peut signer. Mais menacer un souverain par l'intermédiaire de ses sujets, c'était vraiment l'affront le plus effroyable. Je n'ai pas pu l'accepter. Et comme un fou, je me suis dit, bah, peut-être, je suis sûr que je ne serais pas ressorti vivant. Encore aurait-il fallu que je ne le manque pas. Sinon, je n'étais pas sûr. Ceci dit, je dois quand même, pour la mémoire du maréchal Juin, être objectif. Mon premier livre, Le Défi, est un livre, disons, d'entrée en matière. Je compte écrire une série. C'est un coup de cœur, Le Défi. Un coup de cœur. Les autres seront un coup de mémoire. Je dois dire qu'il a été très heureux de ne pas être acculé à l'exil de mon père, car, qu'on le veuille ou non, le maréchal Juin était très respectueux des traditions marocaines. Il a été l'élève de Lyautey. Pendant longtemps, il a été son collaborateur. Et le palais royal demeurait quand même pour lui le palais. Le sultan, c'était le sultan. Et c'est pour cela qu'il a été vraiment plus proche que ne le fut Guillaume pour faire ce que Guillaume a fait. Mais c'est comme quelqu'un qui veut faire un sacrilège et qui, au dernier moment, se reprend. Je dois dire qu'il n'avait pour mon père que du respect. Ça, je tiens à lui rendre hommage. Vous êtes jeune, Majesté, et vous avez déjà tout subi. La préparation, d'abord. Il n'est pas facile. Qu'est-ce que vous entendez partout? Faites-moi votre énumération un petit peu. L'exil. Alors là, c'était la meilleure école, l'exil. L'attentat. C'est riche dans l'histoire d'un homme. Oui. Et il faut le prendre, je crois, de cette manière. Peu d'hommes auront eu votre vie et auront su l'assumer. Alors? Difficile. Car il y a demain. Oui. Et ceci dit, je ne suis pas comme ces vieux radoteurs qui disent « Ah, nos enfants ne seront pas comme nous parce qu'ils n'ont pas été élevés de la même façon. » De mon temps. Parce que de mon temps. Bon. Il n'est pas nécessaire que mes enfants soient exilés physiquement. Ce qu'il leur faut, c'est un passage désertique, disons. Un passage à la dure, où ils puissent se forger. Car on parle des Spartiates comme ça, d'une façon admirative, tout en disant quand même c'est trop. J'estime que la plus grande qualité des Spartiates, c'est qu'à travers la discipline physique, ils s'imposent une discipline intellectuelle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis monté sur le trône, j'avais 31 ans. Au moment où je m'y attendais le moins, puisqu'à 10h30, mon père entrait en salle d'opération pour une simple opération de la cloison. Gagne-pain des ORL. Je me retrouve à 2h30 avec le poids sur les épaules. Bon. 31 ans, jeune, en bonne santé, avec des possibilités matérielles assez considérables quand même. Eh bien, si je n'avais pas appris à obéir, comment aurais-je pu obéir à la situation où je me trouve?
Donc c'est une éducation. Et vraiment, pour arriver, je ne dis pas être bien, mais être le moins mal possible, il faut avoir été élevé dur. Majesté, nous sommes dans ce palais de Marrakech et nous sommes en novembre 76. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu le 16 novembre 1955 comme un retour. Oui. Il y a 21 ans. Avez-vous vu ce temps passer? 21 ans. C'est à la fois beaucoup et c'est très peu. J'ai l'impression qu'il y a 40 ans ou 50 ans. Cela vous a paru si long? C'est donc la charge est lourde. C'est tellement plein. Tellement plein. Je vous assure que je me rappelle du 16 novembre que notre descente d'avion, le fait de voir mon père pleurer devant le drapeau et le fait enfin qu'il m'ait dit « Bon, je sais que vous voulez aller voir vos amis, je vous attends demain matin à 4 heures, car c'est vous qui allez me conduire pour m'emmener sur la tombe de ma mère, qui était morte pendant l'exil. » Voilà les 3 faits saillants que je me rappelle du 16 novembre. La foule, mon père pleurant devant le drapeau, la liesse montant, mais on aurait dit le grondement de 10 000 chutes Niagara. C'était les entrailles de la terre qui résonnaient. Oh, pas d'une façon cacophonique, pas du tout. Ça allait du chuintement jusqu'à un fond harmonique extraordinaire. Et puis, l'ordre de me dire, bon, demain matin, c'est vous qui allez me conduire pour m'emmener sur le pont. Tellement loin, parce que tellement plein. J'ai bien lu votre livre et vous parlez très très souvent de votre père. Et il y a surtout la dignité de cet homme, la dignité de ce prince. Vous parlez de votre enfance, vous dites quel chef des scouts vous avez été, vous dites qu'à 7 ans vous étiez colonel de la garde sultanienne, oui. Vous aviez un bel uniforme. Vous aimiez l'uniforme à ce moment-là? Oula, oula, j'adorais l'uniforme. Et je l'aime toujours, je l'aime toujours. Oui, je parle de mon père parce que, vous direz, c'était un homme extrêmement bon, comme je vous l'ai dit. Mais alors, Dieu lui avait donné un aura extraordinaire. Je l'ai vu en short de tennis. Je l'ai vu tomber de cheval. Je l'ai vu en chemise de nuit dans son lit souffrant. Jamais il n'a cessé d'être roi quand j'étais auprès de lui. Même quand il me prenait dans ses bras pour me dire au revoir, il était roi. Alors, c'est là où j'estime que on a trop ri de Corneille. Quand on a dit, oh, Corneille est systématique, pour lui l'amour ne peut se bâtir que sur l'estime et le respect, on a pensé que c'était vraiment... En réalité, c'est faux. Les vrais amours sont ceux qui mélangent à la fois le respect et l'amour. Vous avez les enfants que vous souhaitiez? Vous avez les enfants que vous souhaitiez avoir? Vous tenez à ce que je vous réponde alors que mon fils est à côté. Bon, bah, jusqu'à présent, je dois dire qu'il me donne satisfaction. Pas comme je le voudrais, parce que je veux qu'ils aient en horreur une chose, la médiocrité. Je préfère un 0 concernant une composition à un 5 sur 20. Un 0, c'est un accident. Bon, on tire l'oreille, tu ne recommenceras plus. Mais 5 sur 20, ce n'est pas un accident. C'est parce que ça a été voulu. Non, grâce à Dieu, bon, il me donne relativement satisfaction. Disons que j'ai les enfants que Dieu a voulu et je ne peux que vouloir ce que Dieu a voulu. Vous leur demandez plus que ne demandait votre père? Jamais. Je leur demande autant. Autant. Et grâce à Dieu, je n'ai pas de problème. Vous pourrez dire que je suis peut-être de ce côté-là, je manque d'imagination. Mais pour moi, l'éducation des enfants ne me pose pas de problème. J'ai devant moi mes schémas qui concernent chaque tranche de ma vie et je les suis. Je les suis. Sauf en ce qui concerne l'éducation de mes filles, j'apporte quand même quelques... Mais concernant les garçons, ça ne change pas. Majesté, j'ai bien noté ce que vous disait votre père. Je t'ai observé lorsque tu tendais ta main à baiser. Tu ne semblais pas ressentir la moindre gêne et au contraire y prendre du plaisir. À l'avenir, n'oublie jamais de retirer la main que l'on veut embrasser. Cela m'a paru très important. Alors là, je me rappelle.